dépend moins des solutions des autres. Et on est aussi, ça permet de remonter la chaîne, si je puis dire. C'est parce qu'on a tout ça qu'on arrive à créer des innovateurs du type de Mistral AI ou d'autres. C'est parce qu'on a un Mistral et qu'on a justement un flot des vrais acteurs de l'IA qu'on arrive à remonter à être le pays aujourd'hui leader dans les data centers et ce qu'on appelle les AI factories, c'est-à-dire les capacités de calcul qui sont à créer, parce qu'en fait ils ont un marché ici. C'est parce qu'on fait ça qu'on arrive à remonter et finaliser des opérations pour aussi assembler, designer les semi-conducteurs qui sont nécessaires à ces usines, si je puis dire, de l'IA. Et tout ça crée beaucoup de valeur et c'est ça qui crée de l'indépendance. Et donc on a besoin de continuer à le faire pour avoir une Europe qui est plus forte sur le plan technologique, parce que c'est en fait un de ses grands problèmes. Déjà dans le contexte de croissance, en fait, l'Europe a moins innové dans les 25 dernières années que les États-Unis. L'écart de croissance qu'on a, il est lié essentiellement à un manque d'innovation sur la partie tech. Et donc c'est ça qu'il faut rattraper parce que ça crée de la croissance pour tout le monde. Ça permet d'innover, ça permet de créer de la productivité dans tous les secteurs. Et à côté de ça, on a la nécessité d'être en effet plus souverain. Ça va nous permettre de remonter sur le cloud. Aujourd'hui, on n'est pas encore totalement souverain. De remonter sur les data centers, mais on est en train progressivement de le devenir, et sur toutes les technologies. Sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants, est-ce que vous maintenez, est-ce que c'est réellement faisable? Beaucoup de pays se sont cassés les dents sur cette question. C'est faisable, mais je pense qu'il faut le faire en européen. J'ai eu plusieurs de mes collègues ce matin qui sont tout à fait d'accord et veulent le faire. On va avancer, je vais les mobiliser. C'est tout à fait faisable, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut que les réseaux sociaux vérifient l'âge. Et ils peuvent le faire, ils ont la technique d'abord. On a la technique par des identifiants, on a la technique par de la reconnaissance faciale et d'identification. Et c'est une technique qu'on connaît et qu'on a déjà utilisée avec le fameux DSA, puisque c'est celle qu'on a appliquée par exemple sur les sites pornographiques pour empêcher qu'ils soient ouverts aux moins de 18 ans. Simplement, ça les ennuie tous de le faire. Mais on ne va pas s'arrêter parce que c'est en fait la sécurité de nos enfants. Il est maintenant établi, la commission écran l'a montré, des grands universitaires comme M. Haidt l'ont établi. Si on laisse nos enfants et nos jeunes adolescents totalement sur les réseaux sociaux, ils ont accès à quoi? Souvent des contenus qui sont justement pornographiques, de l'accès à la violence. Ils ont des capacités cognitives qui sont plus du tout les mêmes, plus la même capacité à avoir un rapport à l'écrit, à se poser, à essayer de comprendre. Ils sont aussi beaucoup plus exposés au harcèlement en ligne. Et donc on a une épidémie depuis 2015 dans tous les pays où les réseaux sont ouverts aux plus jeunes. On a une épidémie de troubles du comportement, on a des épidémies de violence, de troubles du caractère. Et donc c'est ça qu'on doit absolument réguler. Ça passer par un référendum, si vous avez posé la question. Alors on pourrait le faire, mais la vérité m'oblige à vous dire que ça dépend en fait du droit européen. Donc ce qu'on est en train de créer, c'est un rapport de force pour que ça bouge. Et j'espère qu'on va arriver à faire vite bouger l'Europe, parce que c'est une question au fond de santé publique. Et si on n'arrive pas à faire bouger l'Europe, on ira à ce moment-là en avance de phase. C'est mieux de le faire en européen. Non, c'est pas dépendant, c'est juste qu'en fait on a créé un cadre européen avec DSA, et donc la régulation est européenne. Donc si on veut bien faire les choses, il faut les faire au niveau européen. Mais comme je l'ai fait à chaque fois, si l'Europe ne bouge pas assez vite, ben, il faut qu'on soit en avance de phase avec quelques-uns. Je crois très sincèrement qu'on a assez d'éléments établis aujourd'hui et assez de débats publics qui montent dans tous les pays européens pour que je puisse vous dire qu'on va créer une dynamique et que je pense que ça peut bouger vite. Merci. Merci beaucoup. Bonjour messieurs, dames.
même pas. C'est ça qui organise. Merci d'être passé. Voilà, les déterminés. Personne déterminée. J'ai créé un livre de ça. D'abord, c'est pas quelque chose qui va remplacer l'humain. C'est par une capacité de calcul importante, une mobilisation de données, la capacité à trouver des solutions et à aider les êtres humains. C'est une machine qui apprend plus vite. Bon. Et donc, simplement, il faut qu'on la mette sur les bons endroits, qu'on la pilote. Ce qui fait un peu peur, c'est le fait qu'on a appliqué ça au langage. C'est ce qu'on a vu avec les nouveaux modèles. Mais en fait, il faut comprendre que ces machines ne parlent pas comme vous et moi. Elles savent coder très vite du langage, mais elles le prennent toujours comme un code. Et donc, je crois qu'il n'y a pas du tout à avoir peur, au contraire. Il y a à être en capacité d'innover, de saisir cela, mais de le mettre au service de ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire nous libérer des tâches qui sont les plus difficiles, nous permettre de gagner en productivité pour faire revenir de la production chez nous permettre d'aller plus vite pour faire des choses, d'aller plus loin dans la connaissance, nous permettre aussi de mieux vivre au quotidien, de mieux comprendre le monde, et de le faire avec des règles qui sont aussi les nôtres, qui sont au service, et de répondre aussi aux défis climatiques, parce que l'intelligence artificielle est quelque chose qui va accélérer sur le climat et la santé. Est-ce qu'on doit apprendre à nos enfants à travailler avec? Moi, j'apprends mes enfants dès 8 ans à travailler avec et pas à la place d'eux. Alors, je pense qu'il faut leur apprendre, il faut les familiariser. Je pense qu'on est encore dans les tâtonnements et c'est quelque chose qu'on va regarder. Moi, je crois à la place de l'IA, par exemple, pour faire des actions de tutorat ou autre. Mais après, il faut garder chez nos enfants l'apprentissage de l'écriture, la capacité à s'attacher à un livre et à se poser sur un contenu. Et c'est très important parce que tous les pays qui sont allés vers le tout écran, le tout numérique, reviennent aussi en arrière. Et donc, on voit qu'il y a des âges de la vie. Parce qu'il y a un développement de nos capacités cognitives, sensorielles, affectives qui ne sont pas les mêmes. Intelligence artificielle, biologique. Et donc on ne va pas devenir des machines. Et c'est très bien comme ça. Et donc il faut le faire au bon moment, de manière proportionnée. Mais ce qui est clair, c'est que l'IA, si elle est bien utilisée, c'est-à-dire par les familles, par les profs, et ça s'apprend, eh bien elle peut aider aussi les enfants à avoir un tutorat, par exemple, plus adapté, à mieux comprendre les choses et à évoluer. Mais on aura toujours besoin aussi, à côté de l'IA, de lire des livres, d'écrire à la main, d'apprendre par cœur pour avoir des références. Posez des bonnes questions. Merci. Et je vais vous dire. Vraiment.
Après, si tu me dis, allez, on le laissait avancer.
reculer un peu. On les fait tout le monde un peu de place. Parce qu'il est en mur. J'imagine bien, mais c'est vrai que beaucoup, ça fait beaucoup de monde. Ouais. En fait, pardon, les équipes LVMH, vous êtes trop là. Vous êtes 3, une personne, pas plus. Trop le bordel.
Voilà. On s'y place alors, on Ouais, anticipe, non. on s'y Ouais, place, parce que franchement... Placé. Ah ouais, moi c'est l'horreur. Pardon. C'est genre un centre de GMT. Ça dort entre son frère.
C'est de la place pour les deux, s'il te plaît. Et lui, non, lui, il tourne devant nous. Lui, le Ronin, là. Mais ce sont nos équipes qui ont fait l'algorithme avec de la micropoésie. Recule, on est en train de faire. Allez. Photo. C'est bon. Non mais... Faut pas être propre. Il n'y a personne entre nous. Ouais. Ouais, laissez un peu les animaux.
On arrive vers les gars. Les amis, les perches, faites attention à bien ne pas être dans le champ. Non mais... Effectivement. Regarde un peu le message. Et moi, Ah mais non, c'est Guillaume. Non. Ouais, mais il y a un an. on est loin. Voilà. En même temps, on est loin. Non, on va aller s'installer. Oula. Bon, vas-y. Guillaume, c'est quoi là? Attention à toi, t'es moi. Scratché? On s'est dit que c'était bien et c'est plus. Victoire, t'as vu ça? On est pas bien là? Très bien. On est pas bien là. C'est une chose qu'on voit bien. Pourquoi ça pousse à gauche là-haut? Attendez. Oui, c'est pas grave, on va s'en remettre.
Ça a duré 20 minutes. Alors j'en ai
values. Is strategic. You can't have foreign entities holding the turnkey to systems that we will be deploying for critical infrastructure. That's extremely important. It's true for defense, it's true for energy, it's true for any governmental services. And then there's another aspect, which is we can, by partnering in between the European tech ecosystem and the European leaders, the European champions, we can actually create a lot of value here in Europe. And by creating value, you're bringing new startups, you have people coming, you have new entrepreneurs, you have funds that are coming, and so that compounds. That has compounded for the last 60 years in the Silicon Valley, and we've started to do that. I think we're all like maybe 15 years into the journey, but I'm sure we can go faster if we actually come together as one economic region that wants to create value here. Jensen, what I really like in what you have said and what Arthur has followed on is that you have not taken the concept of sovereignty from a strategic point of view or from the defense of the interest, but from the cultural aspect. And this is something which speaks a lot to my heart, because when I started to build the global network of publicists, I decided that we should move from, instead of being just international, but deep in each country. And that's the reason why we picked Viva la Différence, because we believe that each country is different, it has its own culture, and I think that is really great that you started from this point of view. When you look at your colleague in the US, they are not at all thinking this way. And when you have conversation with Mark and the others, how they are reacting to your approach? Because they consider, for example, that all data can be located in the US, there is no issue. They should have access to all data without any fences or any difficulty, and they should crunch all data of the world without any limitation. When you have those conversations, how do they react? I haven't had those conversations. It doesn't matter how they react. Yeah. Otherwise, I would ask them. But I, on first principles, believe that this makes sense. The reason why Europe should build your own AI is because you should build your own intelligence. On first principles, it makes sense. We can only agree. I agree, and I believe I should develop my own intelligence. Yeah. I believe that I can't rely on somebody else to develop my intelligence. This is something I have to do myself. So it goes the same for the country. And yes. It's not only about the countries, it's also about the enterprises. If you're an enterprise today, you have a certain expertise. The people that you've been training for decades actually have grown a specific expertise. They know how to operate the business in a different way than your competitors. And when you're starting to roll AI systems, you need to think about how to put that expertise into the systems. And the only way you're going to be able to do that is to use all of the data that is getting produced by your operations and to make sure that the AI systems can use this data. And so at some point there's a customization aspect. You want to build your own intelligence, not only at the country level, not only at Europe level, but also at the enterprise level. And also, I should say, at the individual level. What we're building with Le Chat, which is our consumer app, is also personalized.
job. Monsieur le Président. Ah, voilà. Your president worked really hard for you. Yes. Jensen, maybe you can tell to the President why it is important that each nation create its own AI system. Because you cannot afford to outsource your intelligence. The intelligence of your country encodes, embeds its people's knowledge, history, culture, common sense, values. That is the definition of intelligence. That intelligence cannot be outsourced. You should do everything in your power to try to advance AI here. Of course, there's nothing wrong with still using public AIs and cloud AIs and such, but you cannot afford to outsource all of it, especially because you have incredible talent here. France, as you and I were having the great conversation about, deep science, deep engineering, deep mathematics. You have the brain trust here. You have the human capital. You have the intellectual capital. We just have to give them the support and the willpower. It's refreshing, Monsieur le Président. It's refreshing to hear Look, that. Huh? did you hear that? Huh? It's refreshing. Maurice, I'm always very happy to be here. Yes, and we are always very happy to have you. I'm always very happy to be here, and I have to say that when we started VivaTech, when you started VivaTech, the challenge was to become #1 in the world, and you did it. And this is a record this year, so congratulations, really. It's you. Merci to everyone. But I have to say, normally I was used to come here and to make a speech for my country, to try to convince people to invest, but this is my very first time with one of the most experienced CEO coming from the US, I mean the best in class, and doing my job. So I can go to bed. I'm finished. But honestly, what Jensen just told us is super important. And what is very important is that having the entire world, but the French ecosystem, hearing that, the fact that we have all these assets, talents, ecosystem, energy, infrastructure, and such a vivid ecosystem of startups, and Arthur is here obviously as a front runner with Mistral AI, and all these capacities, and he's totally right, this is our fight for sovereignty, for strategic autonomy, which is to say, we want to keep that. We want our cloud, we want our data centers, we want our computing capacities, and we want all the services and infrastructures allowing us to preserve this intelligence, as you perfectly mentioned it, and the diversity. In fact, what we are. And I think the partnership announced today between NVIDIA and Mistral AI is, for me, an historical one. Ready? And they did a wonderful job because we have, I mean, what Arthur and his team did is absolutely unique, and we want to help them. In February, during the AI Summit, we launched a lot of projects to have computing capacities and data centers. And I want to thank all of those who launched MJX and some of those who launched very important projects and additional capacities. But now, with such a global player, #1, going upstream in the system, we create so many synergies and a complete offer which will provide something unique to all those who want to use both Mistral solution and NVIDIA software, NVIDIA solutions, and so on. And it creates the capacity for us to scale up, obviously, but a capacity to build actual French and European offer.
And I want to thank you for this trust, and this is the synergies between two of you. And I know that a lot of companies started to commit. So you had the first offsetters, and it was a challenge because we met a few days ago, and the main question of Jensen was to say, will we find big companies committing with us and in fact starting to commit to buy solutions and join us? And in a very few days, I would say, the French and Mistral and NVIDIA teams managed to have a sufficient number of people and very big cookies, I have to say. Some of them are in this room. So it means large companies, top-notch French groups, and they took the commitment and you launched the offer. So I want to congratulate you because this is really a game changer. This is a game changer because it will increase our sovereignty and it will allow us to do much more. Yeah, congratulations. And let me say this. I was at the President's office and I was describing this idea. And I told Mr. President that Arthur Mistral needs the support of the largest companies in France. And Mr. President says, who are they? Let me call them. And we called them. And he called them. And in just a few days, the great companies of France came out to support Arthur and Mistral. And I think it's fantastic. Now the circulation system, business in France, could be delivered through businesses in France. And this circulation is going to be fantastic for the economy. It's going to be fantastic for starting a young company and getting it bootstrapped. That flywheel will start to go. This is how it happens. And just by asking Mr. President for a little bit of help, he mobilized his team to support us. Thank you. This means, Jensen, that you have to come more often. Maybe every quarter. Yes, when I ask for a favor, it really comes through. Anything for the young companies. That's fantastic. Arthur? No, it's a great catalyst, and we're very grateful for our launch partners and all of the companies that have agreed to work with us on putting that offer out. And there's multiple French companies, there's also German companies, and I think that's going to be quite important to have this European focus. It will be important because we have much to build. We have things to deploy, we have servers to set up, cables to connect, and we have software to deploy. And so we're grateful that our existing customers, that also companies that we've been working for the last 2 years, are actually supporting that initiative pretty strongly. Grateful to I bet never in your wildest dreams when you started Mistral that your president would help you get your customers. Yeah, it's been very useful. It's been very... But why? I will tell you, because I think it's super important for obviously our Mistral AI and the company, but it's extremely important for exactly what you said. Because this is a whole ecosystem working together. And we did it for all the startups. Some of them will join us, and a lot of them are in this room. But because we want to be sure that we will be working with European solutions. We want to cooperate with Chinese, American, Korean solutions and so on. But we want to be sure that we will choose this cooperation, but we will not be dependent on them. And it's very important for us precisely because we speak about our intelligence, our brain, our culture, about our history. We want to preserve this level of diversity. And this is exactly what Mistral AI, and it's at the cornerstone, if I may say, of the whole restructuring of the industry. But now we had to secure, indeed, AI infrastructures. And this is what you provide, and your solutions and your software, and such a global reach that this is a game changer for us because it will allow us to have more clients and to secure precisely all these synergies. And now what we want to do, because I raised a question to Jensen, we want now to go upstream. We would have to have more and more. We do have
a lot of companies and French companies working with you when you deploy these capacities, Schneider and so on. You mentioned them during our first meeting. But we want to go upstream and have the packaging of the chips in France and the production and the manufacturing of the chips in France. Which is when I told Mr. President that NVIDIA's first chip was actually made in France. And it's very important because now, since he learned me that, I use it all the time to pitch our ecosystem. 1994. Tell us a story. I think it's very important because I don't believe that people know. You didn't know? NVIDIA's our story is so well known. In 1994, the company who had the technology to help me to build NVIDIA's first GPU was SGS Thompson, STM, European company. And the fab was in Kroll. Grenoble. Grenoble. Oui, oui. Wow. Still is there. And for the story, this is a spin-off from the Leti, which is a CE lab. So just to see the synergy with the fundamental research and our big research center, and it's a great story. So what we want to do now, because STM still exists, and we have a great ecosystem there. But, I mean, the range of chips they produce is much more for the car industry, I speak under your control, but not for AI. And we want to go, and if we want to consolidate our industry, we have now to get more and more of the chips at the right scale, meaning lower, 2 to 10 nanometers. And we just cooked a deal between Thales, Radial, and Foxconn, and they will create capacities now to make the packaging of chips in France. So we go up some, and now next steps, I want to convince them to make the manufacturing in France to get the whole sovereignty of everything, which will allow us from the chips to the solutions and the startups to have a complete offer. But the deal today that these two guys announced is really a game changer for everybody. And I want to encourage all the large companies, but all the startups as well, to join this team. Why? Because they will make you stronger. They will guarantee you that you have all the solutions you need with safety, European content, cloud in Europe, solutions controlled and produced here on your soil. And you will make them stronger, and they will make you stronger, which is exactly how you create synergies in an ecosystem. So my plea is clearly for all of you in this room and all those who are listening to us to team up with the new team announced this morning between Mistral AI and NVIDIA. Yeah. And you're a best sales guy. Yeah, and I should say it's really on us as well to deliver the best technology. There's no such thing as a regional tech leader, and so we've always been very focused to deliver state-of-the-art models, state-of-the-art products, and we'll be focused on delivering state-of-the-art infrastructure as well. So you can trust us. We'll do everything we can, and we can do a lot to make it happen. And so we're very thankful to everybody that has been working with us so far. Thank you, Arthur and Jensen. Thank you for your participation. Thank you, Maurice. Thank you. Pleasure. Thank you so much. Arthur, bravo. Et on compte sur vous. Hein? Vous allez casser la baraque. Maybe we have Jensen. I think that there is a picture with the president and Arthur. Voilà. Voilà. OK. Thank you. Nous allons continuer avec le président de la République et avec quelques startups pour une conversation. Thank you again. Thank you. Merci. Une conversation avec quelques startups de l'écosystème et on va réarranger un peu l'espace. Voilà, ça vient. Donc, Monsieur le Président de la République, avant toute chose, je tiens à vous remercier parce que chaque année, vous nous honorez de votre présence. Et comme chaque année, vous revenez, vous passez du temps, vous avez vu votre bain de foule
Et ce bain de foule, vous allez nous dire comment ça s'est passé. Non mais, je suis chaque année très heureux de vous retrouver toutes et tous et de voir les évolutions année après année, de voir aussi de nouvelles startups qui joignent le club. J'ai vu le Next 40 s'élargir avec de nouveaux talents, et puis de les suivre et de voir aussi les nouveaux défis qui sont les nôtres, parce que au fond, on a tous les mêmes défis, c'est-à-dire qu'il faut changer, nous réadapter, parfois accepter qu'on ait des choses qui sont à corriger, réussir les nouveaux défis, continuer de croître. Et donc je suis très heureux de ça. Alors, il est vrai que vous êtes chez vous ici. Hein, en tout cas, je me sens très bien avec vous. VivaTech, c'est chez vous, puisque lorsque j'avais eu cette idée et que j'en avais parlé avec à l'époque ceux qui étaient les Échos, qui est aujourd'hui le groupe Le Parisien Les Échos, vous aviez soutenu sans la moindre hésitation, et vous nous avez toujours accompagnés et encouragés, et même, ça je vous tiens à vous le dire, donner des objectifs. Vous n'avez pas hésité à dire mais ça va pas assez vite. Il faut absolument devenir numéro 1. Il faut battre le CIS. Et c'est fait. Mais surtout, je crois que vous pouvez être fiers de ce qui a été accompli jusqu'à présent. Un bravo à vous tous qui êtes là dans cette salle. Grâce à tout le monde. Et bravo à l'équipe, à Maurice Thévy et aux équipes de VivaTech, vraiment. Bravo à vous. Et cette année, c'est une année assez exceptionnelle puisqu'on bat tous les records et nous avons des chiffres très impressionnants. Et puis, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que vous êtes à l'origine de la French Tech. D'ailleurs, tout le monde est très content de vous apporter le coq vaillant. Et VivaTech a eu la chance d'accompagner ce mouvement au point où nous en sommes aujourd'hui. Et je crois qu'il est très important que les gens se rendent compte à quel point la stratégie que vous avez développée a été payante et est devenue un élément essentiel de l'écosystème français. Donc, c'est celle qu'on a tous portée. Mais après, il faut, je le redis dans les temps qui viennent, parce que il en est parfois d'une politique économique ou de la vie d'une nation comme de vous tous et toutes. En fait, vous devez vous adapter en permanence. Vous voulez du temps pour vos clients, vous voulez du temps pour innover, vous voulez transformer vos modèles. Je parle sous le contrôle, je vois d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui sont en train de nous rejoindre. Et ça marche si tout le reste est stable et si vous avez de la visibilité et que le cadre est pro-business. Et c'est ce qu'on a fait il y a 8 ans, avec les impôts, le droit, etc. Et donc c'est pour ça aussi que je dis toujours constamment, ça n'a pas marché tout seul, ça marche parce qu'il y a de l'énergie qui est la vôtre, collectivement, et parce qu'on a créé un cadre qui a tout fait pour vous donner cette énergie en vous disant on s'occupe du reste, on donne de la visibilité, on vous aide à accéder au marché extérieur, on essaie de vous réussir quand il faut, de vous aider à réussir quand il faut industrialiser, on vous aide à innover, mais le reste stabilité. Et donc je le dis collectivement à tout le monde, si les 10 ans de la French Tech et tout ce qui a été fait, c'est pas une génération spontanée, loin de là. C'est de la stabilité et de l'ambition d'une politique économique, et c'est une énergie folle d'un écosystème entrepreneurial français et européen qui a voulu travailler ensemble et qui a dit ici on croit en nous, on nous aime. Et c'est ce que je veux vous dire, la France, elle aime ses entrepreneuses et ses entrepreneurs parce que vous aidez, 1, à créer des emplois, 2, à rendre le monde meilleur parce que ces emplois, ils permettent de soigner mieux, ils permettent de relever le défi de l'écologie, ils permettent de changer le monde dans le bon sens. Et je veux qu'on continue à avoir cette audace, qu'on continue à aimer nos entrepreneuses et nos entrepreneurs, à les aider à réussir parce que c'est bon pour le pays et c'est bon pour tout le monde. Et vous le faites formidablement bien. Si vous voulez vous asseoir, Monsieur le Président, voilà, là, très bien, tout est parfait. Nous allons être rejoints par nos entrepreneurs pour débattre. Alors, Thomas Clausel, ouais, pardon, là c'est pas Thomas. Bon, elles ont décidé de se présenter toutes seules. Très bien, bravo. Bon. Mettez-vous là. Asseyez-vous. Voilà. Tiens. Ici. Donc, pour débattre avec le président, nous avons Thomas Clausel, qui est un médecin, un chercheur, qui a créé Hawking, une start-up utilisant l'IA au service de la santé et de la médecine. Éléonore Crespo,
qui est cofondatrice de Pigment, et c'est, on peut dire, une startup qui monte, et une startup qui commence à devenir indispensable aux entreprises. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Rachel Delacour, absolument, qui elle est serial entrepreneur ou entrepreneuse, et dont le dernier né est Sweep, et qui va jouer, paraît-il, un rôle majeur pour réduire les émissions de carbone. Et puis Vincent Huguet, lui aussi serial entrepreneur, qui a créé pas mal de boîtes, dont Malte, et Malte est devenue la plus grande communauté de freelance en Europe. Et puis, pour terminer, Elena Poincé, PDG et cofondatrice de Tetris, la plateforme dédiée à la cybersécurité, dont on a beaucoup parlé cet après-midi, et qui est déjà employée dans pas mal de pays. Voilà, Monsieur le Président, une petite sélection des gens qui réussissent grâce à la stratégie et à la politique que vous avez mise en œuvre. Et ils ont toutes et tous des questions à vous poser. Et je pense que le plus simple, c'est d'engager la conversation. Thomas, tu veux commencer? Avec plaisir. Merci Maurice. Monsieur le Président, merci de nous inviter. Alors moi j'ai une question assez simple. En fait, on comprend très bien les ambitions des États-Unis sur l'IA. C'est être numéro 1. Leur politique migratoire, leur politique enfin toute la politique est vraiment liée, en tout cas, à cet objectif-là. En Europe, j'avais une question franche, et quelle est vraiment l'ambition de l'Europe? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, notamment en technologie, et comment vous le définissez? Alors, je serais plus critique sur la stratégie américaine parce que je pense que leur politique migratoire ne permettra pas d'être numéro 1, si vous voulez le fond de ma pensée. Donc, ils se dotent de politiques qui ne permettront pas, parce que quand on chasse les talents, on est rarement numéro 1 longtemps. Mais d'en faire venir d'autres. Et je pense que le modèle américain reposait historiquement sur cette capacité à intégrer, qui était remarquable. Le modèle de l'Europe, moi, tel qu'en tout cas je le défends depuis 8 ans, c'est, je le définirai de manière simple, de redevenir autonome au service d'une vision humaniste. Je m'explique. L'Europe, c'est le berceau d'une vision humaniste et de civilisation humaniste. C'est mettre au fond l'individu libre et rationnel, ce que nous sommes, au cœur, et de penser nos systèmes comme ça. C'est ce qui a été dès la Renaissance, dès l'Antiquité, puis la Renaissance, puis la philosophie des Lumières. C'est notre histoire, c'est je crois aussi ce qu'on a apporté au monde. Et qu'est-ce que c'est être humaniste aujourd'hui? C'est de se dire que les combats de progrès, on doit continuer de les poursuivre. Le respect, l'égalité femmes-hommes, la capacité justement à vivre ensemble dans une société. C'est maintenant intégrer la biodiversité et l'écologie dans cette aventure. Et c'est d'avoir un modèle social qui est le plus généreux du monde. Ça, c'est la partie humaniste. Simplement, cette partie humaniste, elle a perdu son autonomie ces dernières décennies. C'est-à-dire qu'elle a perdu son autonomie parce qu'elle a mis en danger sa capacité à produire, elle est devenue de plus en plus dépendante du reste du monde, elle a fragilisé sa capacité à produire de manière autonome, et par manque d'innovation, parfois par naïveté, elle s'est ouverte. Et donc, moi, ce que je défends, c'est de dire, j'ai pas envie de lâcher ce modèle humaniste. Moi, je crois pas à une Europe qui va, pardon, je tourne le dos, mais suivre les États-Unis dans un modèle qui est parfois un peu post-humaniste. Je crois pas du tout à ça. Je crois aux valeurs qui sont les nôtres. Mais par contre, on doit retrouver du muscle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à innover beaucoup plus, à produire. C'est toute cette stratégie d'autonomie, d'indépendance que je défends depuis 8 ans. Et c'est ce qu'on est en train de faire progressivement. Regardez juste sur l'IA. C'est la conversation qu'on avait juste avant. Il y a 18 mois, il n'y avait pas de gros data centers en France. On était complètement en Europe. Il y avait même un débat chez nous pour savoir s'il fallait en faire. Beaucoup disaient, est-ce qu'il faut en faire? Pas génial. On était en train de perdre la bataille comme on l'a un peu perdu sur le cloud, où le cloud souverain, on a des clouds mixtes, mais on n'a pas été vraiment totalement sur un modèle souverain. Et bien là, on s'est mobilisé, on a plusieurs projets de très gros data centers. On a maintenant des projets, l'équipe Mistral, NVIDIA, c'est vraiment quelque chose qui va changer parce qu'on remonte encore dans la chaîne, on crée les infrastructures de data center, des solutions qui vont être produites en Europe. On a annoncé maintenant un deal, on va faire du packaging de semi-conducteurs chez nous et on veut pouvoir produire. Donc c'est ça, retrouver notre autonomie stratégique. Et c'est aussi pour ça, parce que pour la petite histoire, la première fois qu'on s'est vu avec Thomas, c'était un petit déjeuner que j'ai fait à Washington avec des Américains, il était là. C'est vrai, très bon souvenir. Parce qu'il était parti aux États-Unis. Et donc, je ne l'ai plus lâché après en disant,
Hawking reviendra en France. Puis après, quand je l'ai revu, il était à Gustave-Roussy. Bon, donc ça, pour moi, c'est super. C'est comme ça qu'on... Voilà. Mais c'est une ambition de valeur, un peu, ce que vous nous dites. Est-ce que c'est pragmatique? C'est hyper pragmatique, c'est pas une option. Ah ouais? C'est des valeurs et une stratégie. Des valeurs, c'est l'humanisme. Moi, je veux pas le faire. Je pense que ce qui nous lie, c'est pas une vision du monde postmoderne, c'est pas une stratégie. Moi, je crois pas au drill, baby drill. Je crois pas à une forme de suprématie de tel ou tel. Je ne suis pas pour une politique de la confrontation. Mais je pense qu'il peut y avoir une société du progrès, un humanisme fidèle à l'histoire de l'Europe et de la France, qui soit beaucoup plus fort et puissant sur la création de richesses et de valeur. Et donc la stratégie qu'il y a derrière, c'est avoir une politique pro-business, c'est ce qu'on fait depuis 8 ans en France, c'est d'accélérer maintenant sur la simplification. Pour moi, c'est la bataille clé des prochains mois en France et en Europe, c'est comment on vous aide à aller plus vite. Parce que notre problème, c'est qu'on est beaucoup trop lent, parce qu'on a des procédures trop lentes. Et donc vous, par exemple, sur les tests cliniques, etc., c'est un point sur lequel il faut qu'on bouge. Et donc c'est, je dirais, mètre après mètre, comment on arrive justement à continuer à avoir un environnement pro-business, à simplifier les règles, à accompagner les secteurs qui sont clés, à investir dans ces secteurs et à avoir une Europe plus unie. Parce qu'un des points de transformation, c'est le jour où le marché européen, c'est vraiment un marché à 450 millions de consommateurs et d'habitants. Merci beaucoup. Elena? Oui. Monsieur le Président, alors moi j'avais une question, donc je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire concernant l'humanisme en Europe. Le problème que moi je rencontre au niveau de la cybersécurité, c'est que l'Europe met beaucoup de régulations, RGPD, NIS 2, DORA, CSRD, qui sont une bonne chose pour la protection de nos data, pour la protection de notre environnement, etc. Mais au final, il manque une loi qui pourrait vraiment nous aider, toutes les sociétés européennes, et je ne sais pas si un jour elle va être à l'initiative de la France justement pour être proposée à la Commission européenne, c'est le Small Business European Act, comme les Américains l'ont depuis 1953, et qui leur permettent justement d'avoir une croissance phénoménale, et qui nous, en Europe, nous fragilise et nous permet pas quelquefois de casser ce plafond de verre qui est très dur, parce qu'il faut créer une filiale en Allemagne, parce qu'il faut créer une filiale dans un autre pays européen, etc. Et on ne bénéficie pas de la commande publique. Alors, ce que vous dites est très juste. Il y a deux choses. Nous, on se bat, quand je dis nous, parce qu'on est avec l'Allemagne et plusieurs autres, pour qu'il y ait un contenu européen et qui soit vérifiable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça existe à l'échelle de l'ALENA, enfin au NAFTA, c'est-à-dire entre justement États-Unis, Mexique et Canada. C'est que sur parfois des marchés publics, mais en général sur la possibilité d'avoir des tarifs ou pas des tarifs, ils regardent le contenu européen. Nous, on ne le fait absolument pas aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose pour aider à la production sur le sol européen et avancer dans ce sens. La deuxième, c'est ce que vous venez de dire, c'est avoir un régime pour les PME et les ETI européennes qui soit simple et vraiment à 28. Et ça, on a poussé en franco-allemand, c'est dans le projet de la Commission. La présidente von der Leyen est en train de créer ce 28e régime pour justement les startups, et qui sera un régime d'options. Pourquoi c'est plus dur? J'essaie d'expliquer sans défendre. Oui. Quand on part de 27 systèmes, c'est très dur de les faire converger, sur tous les points. Mais pour la régulation, ça marche. Parce qu'en fait, c'est un système nouveau que vous créez. Oui. Mais si vous voulez créer un système unique pour nous tous, vous devez faire converger toute la régulation qui préexistait. C'est-à-dire, si vous voulez créer vraiment un droit pour les PME partout en Europe, il faut faire converger tous les droits du travail, tous les droits les corporate tax, etc. C'est assez dur à faire converger. La bonne option, c'est de créer un système qui est éligible pour toutes les entreprises jusqu'à une certaine taille qui sont innovantes, et on va se battre sur les critères, qui est en fait un 28e régime, mais qui est le vrai régime unifié. Et cette option, c'est exactement ce que vous demandez, et c'est ce que veut porter la présidente de la Commission et qu'on soutient à fond, et qui, normalement, doit aboutir dans les prochains mois. Et ça, je suis comme vous, je pense que ça change tout. Parce que le jour où les startups peuvent s'incorporer en Europe, elles ont les mêmes règles, elles ont la même fiscalité, elles ont le même droit du travail, elles ont les mêmes critères, et de la stabilité, ça change tout. Et l'accès au marché public. Et l'accès au marché public, ça c'est vrai dans tous les pays, parce que le marché public, il est encore géré à l'échelle nationale, voire locale. Et donc là, ces dernières années, on l'a réformé pour créer de la souplesse et permettre d'intégrer à cela. On ne peut pas changer, c'est chaque acheteur qui est libre. Mais on a mis la possibilité d'avoir le contenu innovation, le contenu social, le contenu local, le contenu environnemental, et pas simplement le prix, qui était la règle historique.
Oui. Rachel, non, s'il vous plaît, il faut que tout le monde puisse parler. Rachel? Oui, merci. Je tenais juste aussi à refaire un micro-point sur la French Tech. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans ce circuit tech entrepreneur. J'ai vu l'avant, j'ai vu l'après la French Tech. Je pense que tous les entrepreneurs français qui démarrent aujourd'hui, vous bénéficiez quand même d'un énorme plus sur cette scène de tech entrepreneur. Et appréciez-le, parce que nous qui avons commencé avant, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits. Et je tenais à remercier aussi les équipes de la French Tech qui sont fidèles aux entrepreneurs. Et ça, franchement, merci merci pour eux, et puis je les remercie aussi pour moi, à titre très égoïste. Ma question est la suivante. Ça rejoint aussi un petit peu le sujet des achats de l'État. Moi, dans mon urgence climat, bien sûr qu'il y a un sujet européen, mais j'ai bien évidemment envie que vous agissiez encore plus vite là, tout de suite, au niveau national, pour limiter en fait l'impact environnemental de n'importe quelle entité, qu'elle soit publique ou privée. L'entité doit agir sur sa chaîne de valeur. Je prends juste l'exemple de la SNCF qui est l'un de nos grands clients. La SNCF a fait un travail de dingue au niveau du procurement, des achats, pour complètement changer cette politique-là et décarboner sa chaîne de valeur. Ils ont vraiment un impact assez phénoménal et je les en remercie déjà pour nous tous. Comment est-ce que vous, l'État français, vous pouvez en fait passer finalement d'une politique, quand il s'agit des achats de l'État, d'une politique qui est plutôt budgétaire à une politique vraiment industrielle, décarbonée? Vous avez ce pouvoir de le faire aujourd'hui, d'agir maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on attend, quoi, pour aller plus vite? Moi, je suis prêt à ce qu'on engage avec vous, mes équipes, là, même un examen en point par point, parce qu'en fait... Je peux vous aider à monitorer, bien évidemment. Exactement. Voilà. Non, parce que ça dépend de chaque acheteur, en vrai. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à aller chercher le prix le plus bas, parce que les budgets sont contraints, et il y a un vrai défaut, qui est le manque de pluriannualité. C'est-à-dire que si on veut, et ça c'est quelque chose qu'on est en train de pousser, auquel je crois et je partage totalement, si on veut réussir au niveau de l'État à décarboner de la bonne manière, il ne faut pas raisonner en annualité budgétaire, ce qui est malheureusement ce que notre système nous oblige à faire, et ce qui fait que les acheteurs raisonnent trop à court terme et pour eux-mêmes, et donc ils ont un budget contraint, ils ont tendance à acheter le moins cher possible, et ils ne vont pas voir que les solutions que vous proposez, souvent le retour il se fait en 2-3 ans. Vous avez ce pouvoir de changer les choses, et c'est plus facile aujourd'hui de faire ceci que de faire signer, que de penser décret ou loi dans le mandat. Alors en vrai, vu l'état de nos politiques actuelles, on va dire. Donc c'est plus facile. De toute façon, on peut toujours faire des choses en étant innovant. Donc moi, je prends la balle au bon et je suis prêt à le faire avec vous. Ah ben merci. Donc, vous en avez entendu. J'ai pris l'engagement devant vous là. Non. Mais donc là, je vais vous prendre du temps, mais je ne vais pas vous lâcher. Avec plaisir. Ok. Éléonore. Monsieur le Président, déjà merci. Non, il faut permettre à tout le monde de parler, donc Éléonore. Allez, déjà merci, parce que je pense qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas un meilleur pays pour innover, c'est grâce à vous, grâce à l'action de Clara Chapaz et de la French Tech. Vraiment, je pense qu'on peut créer aujourd'hui des champions mondiaux depuis la France, et moi je suis là pour rester en France, parce que justement on est capable de le faire depuis ce beau pays, donc merci pour toute l'action. Clara vous envoie un cœur. Je lui renvoie. C'est vrai, merci. Et aussi d'ailleurs sur les sujets qu'on est en train de traiter aujourd'hui pour les enfants, la protection des enfants, très important. Ma question, c'est aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous, Pigment, un gros sujet est l'attractivité des talents. Et on a aujourd'hui, je pense, le potentiel d'attirer beaucoup plus de talents venant d'en dehors de l'Europe, en fait, en France, et aussi de les former très vite. Mais il va falloir aller très très vite. Quelle est l'action que vous voulez qu'on prenne, nous et vous, avec le gouvernement, pour former, attirer, retenir les talents, pour être capable vraiment d'être très compétitif dans le secteur de l'IA et des deep tech? Merci beaucoup. C'est un des points clés, les talents, parce que si on regarde l'IA, on a un énorme avantage qui est l'énergie. On a aujourd'hui un avantage, c'est en effet les talents. On va continuer d'en former, et avec les différents plans qu'on a mis en place, on continue à monter. Tout à l'heure, on était avec le cluster IA là, de Saclay, qui va ouvrir, je crois, 40 ou 50 000 formations à la rentrée prochaine. On a augmenté notre offre partout sur le territoire, donc ça c'est clé. Maintenant, il faut les garder. Et donc pour moi, pour les garder, c'est vraiment de continuer à avoir une activité maximale et d'aller chercher dans ces 9 clusters IA qu'on a mis en place, les talents qui vont sortir d'école. Et d'avoir cette solidarité. Moi, je suis frappé parce que, merci des mots que vous avez pour Clara, pour tous les ministres successifs qu'il y a eu, pour les équipes de la French Tech, et merci parce qu'elles sont extra, les équipes aussi de BPI, du ministère et autres. Mais c'est qu'il y a un écosystème qui s'est constitué.
Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que je vous vois tous évoluer. D'abord, je vois les amitiés qui se sont nouées, les solidarités, y compris dans les moments difficiles de la vie des entreprises. Que ce club, que cette équipe ait le réflexe d'aller chercher dans les écoles et qu'on ait bien cette cartographie et qu'on aille chercher ces talents et qu'on aille, en quelque sorte, pitcher les plus jeunes pour leur montrer qu'il y a des capacités d'avenir et qu'en fait, ici, je crois qu'il y a un équilibre où il y a la capacité à entreprendre, des perspectives parce qu'on a une vraie profondeur de marché et que vous êtes tous un écosystème, je trouve, sympa et innovant. 3, qu'il y en aura dans la durée. Et 4, que la qualité de vie dans notre pays est un point très important. Et beaucoup de gens qui ont parfois le désir du large qui sont allés, et c'est une chance quand ils reviennent à l'autre bout de la planète, parfois ils oublient qu'ils vont avoir des enfants et que l'école est beaucoup plus chère, le système de santé est beaucoup plus cher à l'autre bout de la planète. Donc moi j'ai tout le kit pour faire revenir les gens quand ils sont partis dans des systèmes qui paraissaient beaucoup plus sympathiques de prime abord. Honnêtement, réussir à développer des entreprises en France quand le cadre reste comme il est pro-business, c'est unique. Et moi je pense que notre meilleure chance pour réussir à convaincre des jeunes d'être formés, mais garder nos talents, ce qui est l'obsession, et les faire grandir, c'est juste vous. Et c'est qu'on ait une organisation en équipe pour que vous alliez à la sortie de nos écoles d'ingénieurs, de nos formations, y compris d'ailleurs des PhD, de tous ceux qui sortent de nos centres de recherche et de nos labos, pour pouvoir en attirer un maximum. Bien, Vincent doit avoir le plus grand vivier de talents d'Europe. Oui, tout à fait. Oui. Mais pour revenir justement sur ces sujets de talent et aussi de Small Business Act, tu disais, ou 28e régime, on a justement un régime ici en France avec le JUI, les BSPCE qui est, je pense, le meilleur d'Europe. Mon entreprise est sur plusieurs pays d'Europe et je peux le confirmer. Comment on fait pour l'exporter quelque part? Au lieu de réinventer, pourquoi on prend pas, on copie pas ce modèle-là et on crée le 28e régime sur cette base? Et de la même façon, cette French Tech qui est, je pense, aussi unique, comment on en fait une European Tech? Peut-être qu'on n'aura plus un coq, mais je ne sais pas, le drapeau européen ici, mais comment on passe à l'échelle? Parce qu'on a besoin de cette échelle continentale tous autant qu'on est autour de la table. Alors, je suis 100% d'accord. Je pense que d'abord, la Commission va faire ce travail. Donc, c'est à nous de la nourrir. Et il me reviendrait de faire ce travail, je prendrais juste dans chaque pays le système qui est le plus compétitif. Et donc, vous avez raison, je pense que sur beaucoup de systèmes, on a vraiment quelque chose qui est très compétitif. Sans doute sur d'autres approches, on a des pays voisins qui le sont davantage, mais je pense qu'on a créé un écosystème qui est assez exceptionnel. Maintenant, sur les PME, il y a des systèmes aussi européens qui sont tout à fait... donc, ils vont faire ce travail. Donc, c'est à nous de le nourrir et c'est dans les mois qui viennent qu'on doit faire ce job. Après, on a essayé ces dernières années de faire ce que vous dites et je pense qu'il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'on a mis en place les fonds Tibi, le scale-up, qui a permis d'accroître les tickets en France et on a levé des sommes et on a levé des quantités beaucoup plus importantes. On a été numéro 1 et on est encore numéro 1 là-dessus. On a, sous présidence française, on a tout fait pour l'européaniser. Et on a fait ce scale-up tour sous présidence française qui était faire un TB européen. Et on a essayé dans chaque domaine du jeu de faire ça, et puis surtout que nos startups s'étendent. Si on veut vraiment aller au bout et faire une French Tech européenne, il faut qu'on ait un régime French Tech à l'européenne, donc nous nourrir de nos pratiques et qu'on ait quelque chose encore plus compétitif que nous. 2, il faut qu'on ait ce marché du capital unique européen. Et ça, c'est vraiment le cœur pour moi de la bataille. Ça paraît un peu technique et ennuyeux, mais en vrai, c'est super important. C'est que l'Europe, pour que vous ayez juste une idée de l'enjeu, l'Europe, c'est l'espace du monde où il y a le plus d'épargne. Plus qu'aux États-Unis, plus qu'en Asie. C'est l'endroit du monde où il y a le plus d'épargne. Simplement, cette épargne, elle reste au mauvais endroit, c'est-à-dire elle est dans les pays qui sont déjà riches, elle ne va pas dans les bons secteurs, elle va beaucoup trop sur le financement obligataire, à cause de parce qu'elle est en fait prise dans les banques et les assurances, auxquelles on a mis des règles de régulation qui l'empêchent d'aller vers l'innovation. Et c'est pour ça que notre bataille là, c'est d'aller faire un grand programme de titrisation pour les sortir de leur bilan et permettre d'aller vers les fonds propres, l'innovation. Et c'est permettre d'avoir ce marché du capital unique pour que ça aille beaucoup plus vers l'equity et l'innovation en Europe. Parce qu'aujourd'hui, cette épargne, quand elle veut chercher du risque, elle va le chercher dans les asset managers américains, ce qui est de la folie. Donc ça, c'est une bataille qui est absolument clé. Et puis 3, c'est ce qu'on disait, c'est intégrer beaucoup plus nos marchés européens sur leurs règles, c'est-à-dire approfondir le marché du numérique, mais même tous les marchés sectoriels. Par exemple, sur la santé, si on veut aller beaucoup plus vite, c'est pour ça que c'est vraiment un travail secteur par secteur européen, mais il faut y aller et prendre sa bêche et pas lâcher. Mais si on veut qu'il y ait un vrai marché unique de la santé,
faut en fait pas avoir 27 agences d'autorisation, mais il faut accepter d'avoir une seule agence d'autorisation. Aujourd'hui, on en a une en Europe, mais après, on repasse devant chaque agence au niveau français, elles n'ont pas les mêmes rythmes, pas les mêmes protocoles. Et sous le contrôle de Thomas, les essais cliniques n'ont pas les mêmes protocoles ni les mêmes délais entre l'Espagne et la France. Et en l'espèce, ils sont meilleurs que nous. Donc c'est complètement aberrant. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas encore un vrai marché unique et qu'on crée des... Au fond, on se tire une balle dans le pied. Donc ça, pour moi, c'est le cœur de l'agenda européen des prochaines années. C'est ce qu'on défend en plus en franco-allemand très fortement. Et c'est ce sur quoi on va vraiment pousser avec la Commission européenne. Monsieur le Président, votre équipe va nous écharper, donc puisqu'on a dépassé très largement le temps, je voudrais vous remercier très chaleureusement et que peut-être vous pouvez dire le mot de la fin. D'abord, je retrouve tout à l'heure des entrepreneurs et des entrepreneuses. Absolument. Et des investisseurs, parce qu'à l'Élysée, on va continuer le travail. Et je crois que Maurice Lévy a donné d'ailleurs des travaux pratiques, donc c'est pour continuer d'avancer. Et moi, si j'avais... D'abord, merci de votre temps et d'avoir été là. Moi, j'ai quelques mots simples. Un, je suis très fier de vous, collectivement, de tout le travail qui a été fait, de ce qui a été bâti et de ce que vous êtes en train de faire avec vos équipes dans tous les secteurs. Rien n'était écrit il y a 10 ans et vous êtes en train de le faire. Deux, je sais à quel point tout ça est précaire, comme vous le savez dans vos entreprises. Et donc, on continue le combat et on ne doit rien lâcher. Et donc, moi, ce que je vous demande, c'est de continuer d'avoir la même énergie et la même confiance dans le pays. Moi, j'adore l'énergie que vous dégagez. Au fond, vous êtes exigeante, mais à chaque fois avec une volonté qu'on fasse mieux. Et donc, gardez confiance dans notre pays, dans sa capacité de se transformer, parce que vous en êtes les acteurs. Et continuez de convaincre tout le monde qu'ils en sont les acteurs. Et trois, on lâche rien et je lâcherai rien. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci.